OK. Et bah, bienvenue à tout le monde. Merci beaucoup de prendre ce temps avec nous ce matin. Voilà, on reste sur le même format de journal club que ce que Mathieu avait lancé, donc en gros 1 heure, peut-être un peu plus, voilà, si les échanges sont nourris, avec 25 minutes, une demi heure de présentation à 2 voix, donc Mathieu et moi-même, et puis, une seconde partie, une bonne demi heure d'échange, de retour d'expérience, de questions et voilà, de discussion sur ce sujet-là. Je suis, vraiment très content qu'on puisse, voilà, reprendre ce format du journal club. Comme tout le monde, voilà, en arrivant sur le territoire, bah, c'est quelque chose que j'ai visionné et dont je me suis imprégné. Je crois que c'est un format qui a été plébiscité quand Mathieu menait la mission d'appui technique et donc en tant que fan, j'en ai discuté avec lui et je lui ai demandé si je pouvais reprendre le format et puis il m'a proposé bien simplement qu'on en construise un ensemble puisque, bah, voilà, Mathieu, tu avais déjà cette idée de sujet sur les cours d'eau sableux. C'est une typologie de cours d'eau que je connais un peu puisque, voilà, en travaillant dans les Vosges du Nord, bah, j'ai été amené à travailler sur ces cours d'eau-là, parce que dans les Vosges du Nord, on est vraiment sur des massifs de grès, donc des dynamiques sableuses très prononcées. Donc j'avais quelques éléments, combinés à ce que Mathieu avait déjà dans sa manche. Bah, voilà, on a pu construire un petit journal club sur ce sujet-là, qui nous touche sur le département parce que, voilà, on a une géologie, bien particulière avec des plutons granitiques et du grès et finalement ces cours d'eau sableux-là fonctionnent pas tout à fait comme nos cours d'eau, qui peuvent être sur schiste ou sur d'autres massifs, géologiques. Donc ça nous semblait important d'aborder le comportement morpho de ces cours d'eau-là et puis de voir, en termes de pratique de restauration, en termes de travaux, ce qu'il fallait adapter et ce qui pouvait amener à des gains biologiques et morphologiques vraiment conséquents sur ces cours d'eau-là. Je ne sais pas si Mathieu, tu veux ajouter, des éléments d'introduction? Non, non, c'est gentil, merci. Bah, je suis content que tu reprennes la flamme des Journal Club et puis bah, merci de m'avoir invité pour que je puisse participer à cette, on va dire, à la session de passation au niveau de la thématique. Donc, je te laisse commencer la présentation. Entendu. Hem, voilà, dans un premier temps, c'était important pour nous qu'on regarde ensemble où est-ce qu'on pouvait trouver du sable dans nos cours d'eau en Ille-et-Vilaine. Ça va être quelque chose d'assez localisé, pas forcément, présent sur l'ensemble du département. Mais voilà, simplement, dès lors qu'on sera sur granit ou dérivé du granit ou sur grès, on va avoir des apports de sable à partir de la roche-mère dans nos cours d'eau et donc sur le territoire du département, on aura 2 grandes zones qui correspondent à ces géologies-là et sur lesquelles on va retrouver du sable. Donc des les grandes zones de pluton granitique du nord, donc chez nos camarades de Fougères-Aglo, sur l'Oisans-Minette, partiellement sur Dole et puis sur la Rance. Et puis voilà, dans les zones de grès, aux alentours de la Cluse de Vilaine, on va retrouver aussi, voilà, des dynamiques sableuses et des éléments de sable, mais qui sont, voilà, plus diffus et un peu confondus avec les nappes de schiste qu'on retrouve aussi dans le sud. Donc c'est vraiment les 2 grandes zones où on va avoir du sable et ces dynamiques-là. Si on reprend un peu des petits éléments de géologie, pourquoi on a du sable finalement? Parce que, ces roches-là, que ce soit granit, granodiorite, grès, on retrouve, hem, une altération, surtout une altération chimique qui, à la fin, nous mène à ne conserver que les minéraux les plus résistants, c'est-à-dire les quartz. Si je reprends, voilà, les éléments de géologie du BRDM, c'est granit, granodiorite, grès, c'est vraiment des roches siliceuses, donc des roches dures et ce qui nous reste à la fin, c'est les quartz, les petits minéraux et c'est pour ça qu'on obtient ces dynamiques sableuses dans le nord du département et puis à certains endroits autour de la Cluse d'Aville. Donc ça, c'était vraiment à l'échelle du département et à l'échelle locale. Ça nous ramène aussi à l'importance de connaître et comprendre la granulo de nos cours d'eau, très localement. Donc on peut avoir une approche, géologique un peu globale, comprendre dans quelle zone et sur quel massif géologique on est.
Mais finalement, localement, pour bien comprendre ce qui se passe dans notre cours d'eau, rien ne vaut, enfin voilà, le plus important, c'est vraiment d'aller voir la granulométrie en elle-même, d'aller la mesurer. C'est, voilà, quelque chose qui s'est bien répandu et que vous mettez déjà largement en œuvre dans les prospections, dans les travaux de restauration, mais un petit protocole Wallman ou quelque chose d'adapté permet de comprendre la granulo. Voilà, vous connaissez bien ces courbes de répartition qui nous permettent d'avoir vraiment une approche précise de la granulo, permet de définir la nécessité ou non d'une recharge et puis si on a effectivement besoin d'une recharge granulo sur un cours d'eau et bah, le Wallman, la connaissance de la granulométrie, ça nous permet de bien préciser les contours de la recharge et de correspondre à la dynamique du cours d'eau. Donc voilà, bah, bien dimensionner la recharge, c'est particulièrement important sur nos cours d'eau sableux qui ont un comportement un peu différent, une granulo un peu différente et donc que d'aller investiguer nos cours d'eau en amont, en aval d'une section qu'on veut restaurer, c'est vraiment très important. Voilà, j'insiste là-dessus, c'est quelque chose que Mathieu a vraiment poussé aussi et j'en remets une petite couche, mais c'est vraiment essentiel. Et puis, voilà, dans on va voir que ces cours d'eau sableux, ils ont un comportement particulier, donc ça induit des techniques de restauration un peu différentes de ce qu'on a l'habitude de faire. Et dans ce cadre-là, d'expérimentation, de choses qu'on essaye en restauration, ben voilà, le suivi court terme, moyen terme, long terme de nos travaux de restauration est vraiment essentiel. Et dans ce cadre-là, pour des suivis morphologiques, le Wallman et puis toutes les mesures de morpho, c'est vraiment des choses essentielles et qui permettent de documenter ce qu'on fait. Donc, j'insiste aussi sur le suivi de manière générale. Et finalement, on a aussi des situations où, toute cette investigation, cette prospection sur la morphologie, aller faire un Wallman, aller évaluer la granulo, c'est pas toujours possible quand on n'a pas, en aval ou en amont, des tronçons un peu préservés ou à proximité des tronçons de référence ou bien des tronçons de référence qui correspondent pas forcément à d'autres contextes. Dans ces cas-là, les éléments de géologie couplés, à des éléments de morpho sur des tronçons de référence peut-être un peu plus éloignés, mais dans des contextes similaires et à des éléments, d'occupation des sols, ça nous permet vraiment d'avoir des portes d'entrée et des portes de compréhension sur, nos cours d'eau à restaurer et donc des éléments pour avancer et définir nos restaurations. Et dans cette optique-là, je voulais vous montrer, vous partager un petit outil que vous connaissez sûrement déjà. Hop, et voilà, un projet de cartographie des sols sur l'ensemble de la région Bretagne, qui est connecté à GeoBretagne. Donc il y a le lien dans la présentation, vous pourrez le retrouver de cette manière-là. Et ça permet d'accéder à des infos sur les sols et la géologie assez localement. Donc si je vais chez nos camarades de Fougères, du côté de la Sélune, que je sélectionne un petit point, que je me positionne précisément là où je veux travailler et puis que je demande les infos en cliquant tout simplement, bah, j'accède à plein d'infos de géologie sur la roche-mère et puis des infos de sol aussi avec la répartition des textures et les caractéristiques du sol. Ça, c'est des infos qui sont tout à fait exploitables aussi bah voilà, quand on n'a pas de référence à proximité, quand on a des tronçons dégradés. Ça nous permet de calibrer et puis de positionner une éventuelle intervention, une éventuelle recharge granulo ou de la restauration morpho sur nos cours d'eau. Merci Sébastien. Donc du coup, je vais enchaîner. Donc cette petite diapo, en fait, je voulais vous introduire le fait que quand on est confronté à des cours d'eau sableux, il faut vraiment avoir en tête que ce qu'on appelle le sable, c'est vraiment une fraction en fait de taille qui est bien définie. Donc on peut même la séparer en deux, les sables grossiers, les sables fins, ce que vous voyez dans le tableau à gauche. Et en fait, cette définition, elle est issue de la classification de Wentworth. Alors je suppose que vous la connaissez parce que c'est
la classification qui est utilisée pour caractériser les éléments granulaux quand on étudie l'hydromorphologie. Et ces deux classes de sable, en fait, ils peuvent être reconnus comme, enfin, ils sont d'ailleurs reconnus comme des facteurs de stress biologiques pour le fonctionnement de cours d'eau à gravier. Il y a pas mal d'études qui ont prouvé ça. Mais pour certains cours d'eau à dominance vraiment naturellement, on va dire un mélange de sable-limon sur les zones qu'a exposé Sébastien. Et pour les cours d'eau aussi qui peuvent être assez incisés, qui ont été très dégradés et qui ont des pentes très très faibles et donc du coup qui ont peu de puissance spécifique et qui peuvent en fait transporter uniquement des fractions très fines dont le sable fait partie. Et ben en fait le sable peut vraiment représenter la majeure partie du substrat naturel. Et par la suite de cette petite présentation, on va vous montrer qu'en fait, souvent, on a tendance à oublier tous les bienfaits en termes d'habitat et en termes de support biologique et de fonctionnement hydromorphologique des cours d'eau naturellement sableux. Vas-y, Sébastien, je te laisse avancer. Donc là, merci. Donc là, moi, ce que je voulais vous proposer, c'était de vous parler du fait que le sable, c'est vraiment un habitat naturel pour certaines espèces. Donc là, je vous ai sorti un petit graphique. En fait, ça exprime la densité de taxons d'invertébrés échantillonnés sur plusieurs habitats, sur un cours d'eau de tête de bassin versant du Pays Basque en Espagne. Ça a été fait en 2010. Alors pour les techniciens rivières qui sont là depuis quelques années, peut-être que ce graphique, ça vous parle, parce que je l'avais présenté lorsque j'avais fait un journal club sur le bois en rivière. Et en fait, on peut aussi traiter ce graphique-là avec une approche sableuse. Parce qu'en fait, quand vous voyez ce graphique, ils ont échantillonné donc, plusieurs espèces de macro-invertébrés, une sorte de gamard, 5 sortes d'éphémères rhéophiles, donc qui aiment l'eau vive, et 3 sortes de trichoptères. Donc, ce sont des espèces qu'on retrouve fréquemment aussi chez nous en Bretagne. Ils ont étudié leur répartition en fonction de 3 habitats, le sable qui est en noir, la roche en gris, et les débris ligneux, donc en fait tout ce qui est apparenté au bois en blanc. Et en fait, on se rend compte que les secteurs sableux, ils peuvent vraiment contenir une biomasse non négligeable d'invertébrés par mètre de cours d'eau et ça peut même constituer un des habitats préférentiels. Ceux qui sont entourés en jaune, là, pour les gamards, le sable, c'est clairement l'habitat préférentiel. Alors là, il y a un petit problème dans ce que j'ai fait, mais en fait, pour une des éphémères en haut à droite, le sable. Ah non, non, pardon. Le sable est aussi un des habitats préférentiels pour l'éphémère à droite. Et ça peut vraiment être un habitat secondaire, mais vraiment avec un fort intérêt aussi pour les deux espèces du milieu là. Et donc du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que le sable, donc ça a vraiment un rôle majeur. Donc quand nous, on a l'habitude de restaurer en fait avec de la granulométrie grossière, hein, donc soit des pierres, soit des graviers, soit des cailloux. Donc ça, ok, c'est top hein, pour les cours d'eau à gravier, mais pour les cours d'eau naturellement sableux, en fait, si on rajoute uniquement de la granulo grossière et qu'on met pas de sable, et ben en fait, on se prive d'une quantité d'habitat écologique vraiment non négligeable pour les espèces. Et ça, c'est vrai pour les macro-invertébrés, mais ce que je vous mets à droite, c'est aussi vrai pour d'autres espèces et pour certaines périodes de leur cycle de vie, notamment pour les larves de la moule perlière ou pour certains macrophytes aussi, qui peuvent uniquement se développer dans un substrat, on va dire, très, très aéré et très peu compact. Et ça, le sable, c'est vraiment, ça permet ces caractéristiques-là pour certaines espèces de plantes aquatiques. Pour décliner un peu ce que vient d'exposer Mathieu, je vais repartir sur des questions de bois en rivière. Je sais que Mathieu vous a bien harcelé avec cette question et on va en remettre une couche encore ici. Parce que Si t'en as un, ouais. le bois en rivière est essentiel sur l'ensemble de nos cours d'eau, mais encore plus sur les cours d'eau sableux dans la mesure où il permet une vraie diversification. Donc là, je vais m'appuyer sur une étude qui a été menée en Pologne il y a quelques années, sur un cours d'eau de rang 2, dans un contexte très forestier, un milieu très préservé, vous savez, dans les zones où on retrouve encore de la forêt primaire dans ces coins d'Europe. Donc là, on a un cours d'eau, un R2, avec voilà, des peuplements d'aulnes assez importants tout du long. Et l'idée de l'étude, c'est de comparer les communautés d'invertébrés, donc l'abondance et leur diversité, dans cette rivière sableuse, avec et sans ajout de bois en rivière.
fait, ce qu'on a déjà en tête, c'est que le bois permet de diversifier les écoulements et donc d'activer des dépôts ou bien de l'érosion très locale. Ce qui nous amène à de la création d'habitats, de fosses, des radiers par découverte de gravier dans les zones d'accélération, des dépôts de sable ou des dépôts de matière organique au droit des obstacles de bois en rivière. Tous les graphes en bâton ici, on présente les résultats donc pour, à gauche, différents groupes d'invertébrés, et puis à droite, voilà, les différentes métriques associées à la biodiversité, à la richesse en invertébrés dans la rivière. Et donc, en C, vous avez donc le contrôle, c'est-à-dire les sections de rivière où on n'a pas eu d'ajout de bois au sein du cours d'eau. Et puis les 4 colonnes à droite, ça correspond aux différents habitats qui sont générés par la présence de bois en rivière. Donc LW, c'est pour large wood, donc c'est le bois en lui-même. GR, c'est tout ce qui est gravier, donc gravier découvert par accélération. SA pour cendre, le bois, et puis OM, c'est tous les dépôts de matière organique. Ce qu'on observe, c'est que la présence de bois, elle fait complètement exploser la biomasse et la diversité d'invertébrés, à des taux vraiment, vraiment impressionnants, sachant que dans le contexte de cette étude-là, on est aussi en milieu préservé, donc avec des potentiels de colonisation très importants, et de la biodiversité amont, aval, qui est vraiment bien établie et importante. Et en fait, c'est pas tant le bois en lui-même qui fait exploser ces chiffres-là, mais c'est vraiment la diversification d'habitats. C'est quelque chose qu'on a déjà bien en tête, mais encore une fois, dans le contexte de nos cours d'eau sableux qui tendent à une certaine homogénéité, enfin, ces cours d'eau sableux naturellement, donc assez homogènes, la diversification d'habitat est vraiment essentielle, donc la présence de bois permet ça. Comme a dit Mathieu juste avant, le sable en lui-même, c'est vraiment un habitat pour certaines espèces. Et donc se priver du sable, c'est se priver d'une part de la diversité spécifique et d'une part de l'abondance de nos espèces. C'est pas forcément l'habitat le plus riche en lui-même, mais il habite vraiment des taxons particuliers et bien spécifiques. C'est ce qu'on peut voir sur l'ordination là que vous avez en bas à droite. Donc l'ellipse en rouge, ça regroupe donc les habitats au sein du sable et on voit que ça correspond à un habitat bien particulier pour certaines espèces, donc qui sont les croix positionnées sur l'ordination. Et donc, à cet habitat sableux, on associe vraiment certaines espèces particulières. C'est ce qu'on retrouve, par exemple, voilà, pour les détritus, donc certains invertébrés, donc les shredders, qui sont les décomposeurs. Donc, on voit bien que le sable a une part importante en tant qu'habitat pour ces invertébrés-là. Donc, ça correspond à ce qu'a exposé Mathieu. On a vraiment le sable qui constitue un habitat particulier, et puis ce bois en rivière qui est essentiel pour diversifier les écoulements et donc les habitats, et asseoir vraiment la diversité au sein de nos cours d'eau. Donc j'ai dit j'ai mentionné sur la diapo d'avant que les cours d'eau naturellement sableux pouvaient tendre à une certaine homogénéité. C'est pour ça que le bois, la diversité des habitats était essentielle. Et finalement, j'ai aussi mentionné, pour l'étude précédente en Pologne, qu'on avait un certain succès de restauration et une certaine diversité qui était permise par le bon potentiel biologique à l'amont et à l'aval de notre cours d'eau, parce que c'est très préservé. Le sable en tant que fraction granulométrique, c'est quelque chose d'extrêmement mobile, c'est ce qui est mobilisé en premier, c'est ce qui est remanié en premier au sein de nos fractions granulos. Et donc quand on a des cours d'eau naturellement sableux, on a un remaniement des habitats naturels au sein du sable qui est très fréquent et très, très important. Donc cette fraction solide-là, elle est remaniée fréquemment et donc les habitats naturels qu'on a au sein du sable, ils sont régulièrement bougés et donc régulièrement recolonisés. D'où l'importance d'avoir une bonne connectivité longitudinale, donc amont-aval, pour permettre une bonne recolonisation
d'un linéaire qu'on viendrait restaurer ou qu'on viendrait modifier. Et de la même manière, la connectivité latérale, donc les possibilités de débordement, la connectivité avec une potentielle ripisylve, un limageur, c'est tout aussi important pour permettre le recrutement, donc en latéral et en longitudinal, d'espèces et d'invertébrés. Donc pour rejoindre ce que je vous disais juste avant sur la recolonisation fréquente des habitats sableux, donc dans cette étude de Weiswer et al., en fait, on s'intéresse aux, aux traits biologiques des différentes espèces d'invertébrés qui peuplent ces habitats sableux. Et ce qu'on constate globalement, c'est que ces habitats sableux sont majoritairement peuplés par des espèces qui ont des stratégies R, donc des stratégies de reproduction, où on mise sur la multiplicité des individus, on va faire beaucoup de descendants pour recoloniser le milieu. Et ça correspond vraiment à des stratégies d'espèces pionnières. Donc on voit bien que le turnover des habitats correspond vraiment à ces espèces pionnières d'invertébrés. Alors, je vais prendre la suite et maintenant, on va essayer de voir quelques cas vraiment pratiques de restauration de cours d'eau sableux. Donc là, je voulais vous montrer un projet en fait de restauration de cours d'eau naturellement sableux par ajout de sable couplé avec du bois en rivière. Donc là, dans le contexte, c'est des études de scientifiques néerlandais en 2019. Ils ont réalisé du coup ces études dans les Pays-Bas, donc c'est vraiment à l'est des Pays-Bas, limitrophe avec l'Allemagne. Donc là, tout le petit tableau à gauche vous rappelle les caractéristiques du cours d'eau qui a été où ce projet de restauration a été mis en œuvre. Donc le cours d'eau, il est naturellement sableux hein, sur un socle granitique. Il a une pente très très faible, 0,13%, donc ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. On est sur un bassin versant amont drainé de 24 km², donc on ne peut pas encore vraiment se considérer, enfin, on ne peut plus vraiment se considérer sur des têtes de bassin versant, mais tout l'amont est dans un contexte agricole. Donc ça ressemble globalement à certains bassins versants chez nous. Le débit interannuel est de 230 litres seconde, donc là il est quand même un peu plus élevé que chez nous. Et le gabarit du lit, il est de 4 mètres de largeur plein bord pour 1,5 mètre de hauteur plein bord. Donc il a été pas mal incisé, donc pareil au moment du remembrement agricole. Et c'est pour ça qu'ils ont choisi ce secteur-là pour essayer de mettre en œuvre cette démarche expérimentale de restauration par ajout de sable. Donc moi je vous dis démarche, enfin j'utilise le terme démarche expérimentale parce que c'est vraiment, enfin déjà j'ai pas mal étudié la chose et j'ai pas connaissance d'études antérieures à 2019 sur cette thématique. Donc c'est des thématiques très très récentes et donc du coup on peut pas vraiment conclure vraiment de choses universelles sur cette technique de restauration. C'est vraiment, il faut vraiment continuer à l'expérimenter. Mais en tout cas, elle est quand même intéressante, donc je voulais vous la proposer. Donc sur le graphique de droite, on voit en fait il y a différentes stations. Le cours d'eau, enfin le débit va, le courant va de gauche à droite. Et la station numéro 5, là, au milieu, c'est là où les scientifiques ils ont réalisé leur dépôt de mélange de sable et de débris de bois. Donc les débris de bois, en fait, ils ont le rôle de structure de rétention. En amont de ces structures de sable, on voit que la vitesse, elle est globalement très homogène parce que ça tend vers le bleu-violet, donc on est quasiment à 0 mètre par seconde ou 0,1 mètre par seconde en vitesse d'écoulement. Et directement après l'ajout de sable et la structure de rétention, on voit que non seulement les vitesses d'écoulement sont nettement plus rapides, nettement plus hétérogènes, mais surtout elles fluctuent en fonction des semaines. Là, la première ligne, week 1, c'est la première semaine après restauration, week 2, deuxième semaine après restauration, etc., etc. Donc, ce qui est hyper intéressant dans cette démarche, c'est qu'on voit vraiment qu'il y a une réponse évidente de l'hydromorphologie suite à l'ajout de ce sable et de ce bois, avec une augmentation de l'hétérogénéité des vitesses d'écoulement entre l'amont et l'aval du site qui a fait l'objet d'ajout. Donc, il y a une notion non seulement d'emplacement, mais il y a une notion aussi temporelle, parce que du coup, les habitats évoluent en fonction des semaines.
Donc en gros, ces différences de vitesse d'écoulement au sein du lit, ça a été expliqué dans l'étude par les variations de structure et les variations du fond du lit qui ont créé des rehausses ponctuelles par la rétention du sable. Et du coup, tout ça, ça crée des nouvelles micro-conditions d'écoulement avec des zones un peu plus profondes, donc des vitesses d'écoulement un peu moins élevées, et à l'inverse, des zones moins profondes avec des vitesses d'écoulement plus fortes. En gros, la conclusion qu'on peut tirer de ce graphique-là, c'est que ça ressemble un peu à ce que vous faites quand on essaye de rehausser le lit en ajoutant de la diversification. Et donc, les résultats de cette étude, c'est tout d'abord, on a vu la réponse hydromorphologique, là, très rapide, hein, au bout de la première semaine des restaurations, on fait difficilement plus rapide que ça. Donc, avec augmentation de l'hétérogénéité des vitesses d'écoulement, la Oui, réhausse allô? partielle du fond du lit, et il y a quelqu'un qui veut intervenir? Non, j'avais cru. N'hésitez pas à me couper la parole, hein, si c'est pas clair ou si vous avez des questions. Et donc, ce que je disais, c'est que d'abord, on voit la réponse d'un point de vue J'ai aperçu qu'ils hydromorphologique. n'étaient pas nickel et tu proposais en fait de remettre en fait une plaque Alors, une plaque attends, Camille, quoi. Du coup, c'est bon, je me suis permis de désactiver le micro de Sylvain, je pense qu'il m'en voudra pas. Et donc, ce que je disais, c'est qu'il y a tout d'abord une réponse hydromorphologique et ensuite en découle une réponse biologique dans l'étude avec une augmentation de la diversité d'habitat et de la densité de macro-invertébrés. Là, je ne vous ai pas présenté là parce que sinon, ça allait être un peu redondant avec ce qu'on a vu avant. Mais tout ça, c'est présenté dans l'étude. Et si jamais vous êtes intéressé, elle est dans les références bibliographiques. Et franchement, même si c'est écrit en anglais, c'est très facile à lire et il y a beaucoup de représentations graphiques. Donc, si vous avez un peu de temps et si vous êtes intéressé par cette thématique, je vous invite à la regarder, quoi. Et je vais enchaîner alors en essayant de donner quelques recommandations techniques, à la fois issues de cette étude, mais aussi issues d'exemples qu'on a essayé de mettre en œuvre sur le territoire brétilien. Donc, ce qu'il faut, enfin, même si, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas encore tirer de grandes conclusions, on peut au moins, dans les recommandations techniques, vraiment s'attacher à deux choses importantes. Déjà, le premier point, ça va être s'assurer de la présence d'éléments de rugosité dans le lit. Donc, en fait, les éléments de rugosité, c'est vraiment tout ce qui va permettre la rétention du sable. Vu que tout à l'heure, on voyait que c'était des éléments le sable, c'est des éléments granulaux très, très fins. Ils ont tendance à être mobilisables avec même des débits très faibles, en fait. Donc, si jamais il n'y a pas de structure de rétention, on peut ajouter autant de sable qu'on veut dans le cours d'eau, il ne tiendra jamais dans le lit mineur. Donc, pour les structures de rétention, il faut d'abord s'assurer de la présence de bois. Là, il y a une étude très récente en 2022 qui a démontré, alors je ne sais plus trop sur quel territoire c'était en Europe de l'Ouest, mais je ne sais plus dans quel pays, qui a démontré que sur leurs cours d'eau naturellement sableux, il y avait 40% du bois accumulé en lit mineur qui était associé à des dépôts de sable. Donc là, on voit clairement l'intérêt de la rugosité dans la création d'atterrissements et de bancs sableux. Et globalement, il faut vraiment s'assurer de la présence de tout élément qui peut contribuer à la capture du sable en transit et du coup son maintien dans le lit mineur. Donc, en fait, là, je vous rappelle un peu les éléments de rugosité. Donc, tout à l'heure, je parlais de bois, mais il y a aussi les variations de section du lit. Avoir des sections de lit mineur hétérogènes, ça permet d'augmenter la rugosité. D'avoir des cours d'eau à méandres, d'avoir de la présence de banquettes, de blocs dispersés, de végétaux aquatiques. Je vous mets 3 petits points parce que vraiment, n'importe quelle structure ou élément qui complexifie le lit mineur crée une structure de rétention naturelle, en fait. Et le point numéro 2, c'est si jamais vous êtes intéressé, vous êtes amené à à restaurer un cours d'eau par apport de sable, en fait, par ajout de sable, au même titre qu'on ajoute des gravats dans les cours d'eau naturels. Il faut vraiment faire attention au fait d'avoir un ajout progressif de sable en maintenant des secteurs vierges sans ajout. Parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans les cours d'eau qu'on dit naturellement sableux, il y a aussi d'autres éléments granulaux, hein. Il y a aussi du gravier, il y a aussi des cailloux. Et rappelez-vous que le sable, ça peut vraiment être un facteur de stress pour les macro-invertébrés qui ont des substrats préférentiels à gravier. Donc, il faut essayer de ne pas trop perturber ce cours d'eau-là et en laissant des segments sans ajout de sable. Et le point numéro 2, c'est qu'il faut essayer de replacer du coup ces fractions fines de sable dans les mouilles ou alors sous forme d'atterrissement derrière les éléments de rugosité. En fait, ça va
tout ça, ça va permettre de créer à la fois une réponse complexe au niveau hydromorphologique, en limitant le potentiel stress biologique que le sable peut créer sur certains radiers et du coup modifier les habitats de ces radiers à gravir. Et ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que ça doit à la fois être expérimenté dans le temps et que surtout, moi, je voudrais vous dire que ce n'est pas forcément une technique à déployer partout, même si le cours d'eau est naturellement sableux. En fait, il faut vraiment garder en tête que sur notre territoire, nos enjeux majeurs, c'est la restauration de la qualité et de la quantité d'eau. Donc, ces techniques d'ajout de sable, ça peut être intéressant sur des secteurs de cours d'eau qui sont faiblement dégradés, on va dire, ou alors en complément d'autres techniques de restauration. Mais il ne faut pas aborder un cours d'eau naturellement sableux en se disant tiens, je vais le restaurer par ajout de sable si jamais il est rectifié, recalibré, qu'il ne coule pas dans son lit ou que tous ses méandres ont été sectionnés. Genre, c'est vraiment une technique intéressante, mais je dirais plus en complémentarité d'autres techniques ou alors sur des secteurs qui pourraient faire des secteurs de transition entre deux techniques de restauration, on va dire plus ambitieuses et plus lourdes. Donc voilà pour moi sur cette slide-là. Pour poursuivre un peu la réflexion opérationnelle, là, je voulais vous présenter une étude réalisée toujours aux Pays-Bas, là, sur un petit rang 1 de plaine naturellement sableux, là, qui correspond à l'étude que Mathieu a présentée précédemment. Pour voilà, réfléchir à cette importance de la connectivité longitudinale, amont-aval et puis latérale, quand on vient restaurer un tronçon de cours d'eau sableux. Ici, on est sur une remise en talweg, en fait, donc des choses qu'on connaît très bien de notre côté dans le 35. Donc un cours d'eau naturellement sableux et avec un bassin relativement préservé, avec pas mal de prairies, des boisements importants et puis un contexte de parc naturel aux alentours aussi. Ce qui fait qu'on a certes une section qui est hors talweg, mais en amont et en aval, on a des linéaires qui sont en bon état et donc qui présentent des potentiels biologiques vraiment intéressants et vraiment positifs pour permettre de recoloniser et de faire redémarrer la section restaurée et qui est dégradée. Donc en fait, on a nos continuités amont-aval et puis latérales avec la restauration qui vont pouvoir être assurées. Ce qu'on observe, c'est que ces connectivités sont assurées et dès lors qu'on restaure, qu'on a finalisé la restauration, comme tout à l'heure, on a une explosion de la diversité et de l'abondance des invertébrés très rapidement. En fait, on a une réactivité vraiment importante avec forcément une colonisation, donc la courbe en pointillé vert qui diminue au cours du temps et qui est initialement importante. Et on a voilà, une augmentation de l'abondance et de la diversité qui est vraiment prononcée avec la courbe en pointillé orange. Ce que ça nous montre, ces résultats qui sont vraiment immédiats, c'est l'avantage aussi des invertébrés, on a une réactivité qui est un peu plus importante que d'autres groupes biologiques, d'autres taxons. Ce que ça nous montre, et ce qui est confirmé par des études un peu plus globales, c'est que le potentiel biologique proche, quand je vais restaurer un linéaire, est vraiment important pour assurer le succès et la remise en route biologique, si j'ose dire, de mes tronçons de cours d'eau. Dans cette étude de Sunderman et al. De 2011, on a une équipe de chercheurs qui a concaténé tout un ensemble de restaurations et qui a calculé un indice de succès et un indice de potentiel de recolonisation à partir de ce qui était observé à l'amont et à l'aval des linéaires restaurés. La conclusion de ces 3 graphes, et ce qu'il faut retenir, c'est que pour le graphe que vous avez tout à gauche, donc qui décrit le potentiel de recolonisation de mon linéaire restauré à maximum 5 km à l'amont ou à l'aval, c'est là où on a la relation la plus fine et la plus prononcée entre potentiel de recolonisation et succès de la restauration. Ce qui veut dire que quand j'aborde un linéaire, si au plus proche, donc entre 0 et 5 km en amont ou à l'aval, j'ai un bon potentiel biologique, vraisemblablement que ça m'aidera et ça sera vraiment un bon levier pour réaliser une restauration
voilà, couronné de succès en termes de biologie qui permettra le retour de la diversité. Cette relation, quand on s'éloigne un petit peu plus, donc quand on va regarder entre 5 et 10 km ou bien entre 10 et 15 km, quand bien même ces linéaires plus éloignés de ma section restaurée, de mon linéaire restauré, ont un bon potentiel, ben on observe que la relation est beaucoup moins précise et beaucoup moins établie. Donc, ce qui importe vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est le potentiel biologique local. On a, et vous avez, voilà, dans vos pratiques de restauration, vraiment intégré la prospection de linéaires amont-aval en bon état, donc d'essais linéaires par rapport à un linéaire à restaurer. Donc la prospection pour récupérer les éléments, les informations morphologiques sur la granulo, ça c'est quelque chose qu'on fait vraiment bien. Faut pas hésiter en fait à prospecter de la même manière pour se faire une idée du potentiel biologique à l'amont et à l'aval de ce linéaire que je vais venir restaurer. Parce qu'on voit bien que dès lors qu'il y a un potentiel de recolonisation intéressant à l'amont, à l'aval, et ben c'est vraiment une aide et c'est vraiment un facteur de succès de la restauration sur mon linéaire. Toujours dans l'opérationnel, voilà, je voulais vous présenter quelque chose que Richard va bien connaître aussi, quelque chose qui s'est fait et que j'ai vu faire dans les Vosges du Nord et qui correspond à de la diversification d'habitat que Richard a pu mener avec les APPMA dans le nord du département. Donc là, voilà un exemple dans les Vosges du Nord, sur un petit cours d'eau de tête de bassin, tout à fait similaire au nôtre, avec une dynamique sableuse naturelle, parce qu'on est sur du grès partout dans les Vosges du Nord. On a vraiment une dominante sable. Et initialement, on a voilà, ce genre de cours d'eau qui passe au milieu de la Pessière, très homogène, avec un fond sableux vraiment identique sur l'ensemble du linéaire. L'idée ici, c'est de venir diversifier les habitats, diversifier les écoulements en plaçant, comme disait Mathieu, et on réinsiste encore là-dessus, de la rugosité naturelle. Ici, dans cet exemple précis là, sur l'Embar, c'est vraiment un travail très intéressant parce que tout le linéaire de cours d'eau, donc c'est plusieurs dizaines de kilomètres, a été restauré et diversifié de cette manière-là par les APPM, donc par les gars qui, tous les week-ends en saison, venaient abattre les épicéas et puis fabriquer des pieux, des épis qui étaient positionnés dans le cours d'eau et qui permettent de diversifier les écoulements et donc les habitats. C'est ce que vous allez... Donc voilà, l'état initial, c'est ça, quelque chose de très homogène, c'est le toboggan de sable, pas le toboggan d'argile, mais le toboggan de sable, vraiment tout droit, rectiligne, homogène. Et puis dès lors que je viens me positionner un épi, je crée une accélération, donc je mobilise le sable au droit de l'épi, et puis je crée une zone de recirculation juste à l'arrière qui permet une accumulation, donc je diversifie mes habitats de cette manière-là. Et au fur et à mesure du temps, la réponse, la diversité des écoulements se complexifie encore. J'ai toujours mon accélération, mes recirculations. Et puis en latéral, en berge, et puis un petit peu à l'aval, j'ai aussi des effets, comme ce que montrait Mathieu voilà, dans l'étude aux Pays-Bas. J'ai une réponse rapide qui se complexifie au cours du temps et qui amène énormément de diversité. Voilà, pour avoir une idée visuellement de à quoi ça ressemble, c'est vraiment des épicéas abattus, mis en travers, fixés, et donc on crée des accélérations, des zones de dépôt à l'avant, à l'arrière des épis. Et puis en plus, là, pour le coup, la PPAMA s'est chargée de faire tout le désenraisinement du cours d'eau, parce qu'ils ont pété des dizaines et des dizaines d'épicéas sur plusieurs kilomètres comme ça. Donc ça fait très artisanal, mais ça fonctionne vraiment bien et ça crée une diversification d'écoulements qui est vraiment intéressante. Et finalement, ça rejoint ce qu'on dit un petit peu depuis le début de ce journal club, c'est l'importance de la rugosité naturelle. Alors, on pourrait questionner le naturel ici, mais l'importance de la rugosité, des éléments de rugosité au sein du limineur pour créer des zones de dépôt, diversifier les écoulements, créer des accélérations. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ces épis, c'est adaptable à différentes échelles. Là, on a des fûts d'épicéas qui sont jetés en travers. Ça paraît un peu massif.
Mais quand on est sur des cours d'eau encore plus petits, on peut travailler avec des petites structures bois, des branches plutôt, des choses qui sont plus réduites et créer les mêmes effets de dépôt, accélération, diversification, mais toujours sur le même principe de créer de la rugosité naturelle et de mettre ça en place dans le limineur. Avec l'avantage ici que ça n'a pas coûté très cher parce que c'est la PPMA qui s'est occupée de tout. Pour voilà, conclure un petit peu ce propos, on a vu là tout du long de la présentation qu'on était sur des pratiques de restauration qui peuvent être un peu expérimentales, des choses à mettre en place au fur et à mesure et qui sont assez récentes. Donc voilà, il y a un vrai besoin, peut-être encore plus pour nos cours d'eau sableux, de faire du suivi, de documenter ce qu'on fait pour identifier les bonnes pratiques, identifier ce qui fonctionne bien. Donc voilà, des choses qu'on connaît bien, comme suivre la granulo, les profils, les éléments de morpho, ça c'est des choses qu'on met déjà en place au fur et à mesure et qui sont vraiment essentielles pour bien comprendre ce qu'on fait en cours d'eau sableux et en tirer des enseignements. On a beaucoup parlé de diversification d'habitat, de rugosité naturelle. Ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place aussi. Alors, pas forcément des cartographies d'habitat comme vous avez à l'écran aussi complexes, mais de recenser les habitats avant, après restauration. Ça peut déjà faire du comptage d'habitat, tout simplement, sur un linéaire donné. Ça peut déjà donner des éléments voilà, d'efficacité, de ce qu'on a mis en œuvre, de la rugosité naturelle qu'on a remis en place. Et puis, voilà, suivre la biologie, en particulier les invertébrés, en cours d'eau sableuse, ça s'avère vraiment efficace et pertinent, puisque, comme dit précédemment, on a des temps de réaction pour les invertébrés qui sont plus rapides que pour d'autres taxons, comme les poissons. Et donc, on peut discuter et argumenter autour de la diversification d'habitat et de l'efficacité de la restauration pour les compartiments biologiques un peu plus rapidement avec les invertébrés, d'autant que voilà, on a des ressources sur le département qui nous permettent de mettre ça en place assez, assez facilement. Ça coûte un peu, mais il y a possibilité de faire ces choses-là. J'insiste sur le suivi de manière générale, on en a déjà parlé avec pas mal d'entre vous, mais voilà, parvenir à documenter ce qu'on fait et pour progresser est vraiment essentiel. Donc voilà, je rappelle simplement que je suis à disposition aussi et je suis très volontaire sur la mission pour voilà, mettre en place ces suivis-là avec vous et faire avec vous. Moi, ça sera avec grand plaisir. Et on termine là-dessus, sur les suivis. Et puis voilà, s'il y a des questionnements, des échanges, des remarques, ça sera avec grand plaisir. Ouais, n'hésitez pas à intervenir, vu que ça fait 45 minutes qu'on a un petit peu monopolisé la parole avec Sébastien. Si vous avez des choses à nous apporter ou des questions sur certaines slides, franchement, c'est le moment, n'hésitez pas. Ouais, bah, du coup, Sébastien, Mathieu, c'est Richard, là. Du coup, Sébastien, tu faisais allusion du coup aux travaux qui avaient été faits avec une APPMA là dans le nord du département. Donc effectivement, c'était sur le secteur de Nicolas, le secteur de Loisance-Minette. Voilà, je voulais juste quand même bien repréciser le cadre dans lequel on avait fait ça, et c'était important. Donc du coup, on avait ciblé ça sur un secteur qui avait été ciblé, qui avait été restauré au préalable par Nicolas. Donc, à savoir sur la zone amont, une recharge granulométrique sur 300-400 mètres de mémoire. Nicolas, tu peux me corriger si j'ai des bêtises. Et sur la partie aval, il y avait une grosse action au niveau de la continuité. Voilà, avec la suppression d'une chute qui faisait à peu près, je pense, pas loin de 2 mètres. Donc voilà, et donc nous, on est intervenu à la demande de l'association de pêche qui voulait, voilà, c'était plutôt bien, mettre la main à la pâte. On est vraiment intervenu sur un secteur intermédiaire dans une partie boisée. Et donc le message que je voulais faire passer, c'était important, on a fait le choix d'intervenir là parce que surtout comment dire, ça peut paraître évident, mais les hauteurs de berge étaient très faibles et que la section d'écoulement du cours d'eau était, comment dire, assez proche
de la section, comment dire, attendue du cours d'eau. Et donc, effectivement, par l'apport de bois, bon, bah, ça a permis d'apporter toutes les réponses qui ont été développées là dans toute votre présentation. Voilà, avec comment dire, voilà, un tri granulométrique qui s'est fait. Alors, ça n'est pas allé jusqu'à l'apparition de zones de gravier favorables à la reproduction de la truite. Mais en tous les cas, voilà, il y a eu un tri granulométrique intéressant qui s'est fait. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'était bien important, c'était bien qu'on ait intervenu sur un cours d'eau, voilà, avec faible hauteur de berge et section à peu près conforme, section d'écoulement conforme. Parce qu'effectivement, par le passé, avec Nicolas, on avait expérimenté l'apport de bois sur des cours d'eau sableux. Là, pour le coup, sur des sections de cours d'eau perturbées, voilà, des cours d'eau qui avaient été curés, voilà, les sections d'écoulement étaient beaucoup plus importantes que ce qu'elles ne devraient être. Et là, ça n'avait pas trop fonctionné. Pour le coup, là, très rapidement, ça avait débouché sur des. Forcément, bah, le cours d'eau, voilà, voilà, il y a eu beaucoup d'érosion de berge, tout ça, et l'effet immédiat qui comment dire, rapidement. Enfin, les effets bénéfiques immédiats ont rapidement été estompés, voilà, par de fortes érosions de berge, tout ça, parce qu'en fait, le cours d'eau, voilà, le dimensionnement et la section d'écoulement du cours d'eau étaient trop perturbés. Voilà la précision que je voulais ajouter par rapport à la référence que tu faisais à nos travaux, Sébastien, sur le secteur de Nicolas. Ouais, bah, merci beaucoup Richard. C'est effectivement, bien important ce que tu dis. Ça rejoint ce que disait Mathieu aussi, par rapport au préalable nécessaire Mmh. à la restauration et à la diversification de ces habitats. Dans ce que j'ai présenté, qui s'est fait dans les Vosges du Nord, on est dans un contexte similaire, c'est-à-dire qu'on a un cours d'eau très homogène, mais qui est à sa Oui. place, qui a la section qui correspond à peu près. Et c'est effectivement des préalables essentiels, et pas que pour les cours d'eau sableux d'ailleurs, de manière générale, pour une diversification qui marche bien et qui porte des vrais bénéfices. Et c'est tout à fait généralisable, voilà, au-delà des cours d'eau sableux. Bah, si on vient restaurer alors qu'on n'est pas forcément dans le Talweg, qu'on n'a pas le bon gabarit, voilà, c'est vraiment des préalables essentiels pour avoir des vrais gains biologiques. Oui, Fabien Hyacinthe du SBC DOL. Vous m'entendez? Oui, on t'entend Fabien. Ouais. Ouais, du coup, nous, on a fait un reméandrage en forêt il y a 2 ans et le cours d'eau était sableux. On a pu retrouver ça par la tarière et donc on a mis effectivement plus de bois que de cailloux. On a juste fait un mixte où on a mis un peu de radier, en minéral pour dynamiser un peu les courants et maintenir un peu le lit à certains endroits. Et on a mis du bois en rivière. Alors, tout ce qui était fixé dans les radiers, qui a pu être à peu près enterré en berge, maintenu, ça n'a pas bougé, ça a bien réagi. Et par contre, ce qui était libre, faut savoir quand même, quand on met du bois en rivière, bah, les gens, ça fait pas propre. Et là, c'était une forêt domaniale. Et donc, il y a des gens qui sont passés nettoyer le cours d'eau. Donc, ils ont dû manger environ 2 à 3 stères de bois qui étaient dans le cours d'eau. Et donc là, j'y retournerai bientôt pour remettre le bois qui a été enlevé dans le cours d'eau. Donc ça, c'est à savoir. C'est vrai que c'est chouette de laisser du bois en rivière. Ça peut être génial. Et moi, je voulais surtout pas de ferraille, de fil de fer pour maintenir tout ça. Je voulais que ça puisse bouger. Le problème, c'est que ça peut être manipulable facilement et même des fois des jolis troncs qui faisaient 5-6 mètres de long par 10-15 de diamètre, les gens étaient capables de me les retirer du cours d'eau quand même, quoi. Donc c'est à savoir. Et pourtant, il y a un panneau de sensibilisation à proximité. Donc ça, c'est à anticiper s'il y a des projets similaires ailleurs. C'est vrai que dès qu'on met du bois dans le cours d'eau, bah, ça ne fait pas propre. Et si c'est un secteur qui est ouvert au public, eh ben, ça peut amener à ce genre de pratique. Voilà. Ouais, Fabien, tu as un serial voleur là
qui traîne dans ton coin, parce que l'année dernière, tu t'étais fait violer un piézomètre aussi à côté du Guillou, non? Ah oui, ça c'était autre chose, mais ouais, ouais. Il y a un peu de monde à passer, ouais. Ouais. Bah, sans spoiler, mais il est possible que le thème du prochain Journal Club, ça soit la restauration des cours d'eau forestiers. Et bah, voilà, je pense que les camarades qui ont aussi travaillé en forêt, bah, je pense à Maxime ou à d'autres, auraient des choses à dire là-dessus aussi, Fabien. Mais oui, effectivement. Ouais, Sébastien, ouais. Ouais, moi j'avais quelques remarques. Bah, c'était par rapport notamment à la partie travaux. Faut bien faire attention, on a parlé pas mal de bois, notamment couplé avec le sable. Et c'est vrai que le patent, il est assez essentiel parce que moi, sur les travaux, j'ai tendance à pas mettre de bois la première année, surtout sur une remise en talweg. Ce qu'on voit même en prairie ou en forêt, le bois, alors soit il reste pas, même le bois qu'on a mis dans les radiers, ou soit ça fait travailler les berges et les berges s'effondrent. Donc ça fait pas mal de problèmes. Donc il faut vraiment attendre que les berges se stabilisent avant de mettre vraiment du bois dans le cours d'eau. Il y a aussi l'effet de la pente. Si on arrive proche des confluences, ça pose pas trop de problèmes. Par contre, dès qu'on a de la forte pente, bah, les berges, pareil, ça mange pas mal et vu qu'on réduit la section. Et sinon, bah oui, l'histoire aussi qu'il faut attendre bah, que sur les pas de temps, euh, sur certains cours d'eau, comme on voyait Sébastien, il y a des millions d'années, le cours d'eau s'est fait en des millions d'années. Et bah, ça peut être nécessaire des fois de caler quand même des radis avec du caillou, même si on est sur un substrat que sableux, pour bah, le bénéficier entre guillemets et que la restauration se fasse plus vite, quoi. Ouais, et puis Maxime, pour rebondir sur ce que tu dis, il y a la notion de stabilisation du profil en long aussi. Tout à l'heure, tu parlais des zones, par exemple, de confluence ou de trucs comme ça. Même si naturellement le cours d'eau il est sableux, c'est sûr que là, l'apport granulométrique sous forme, entre guillemets, de seuil, hein, de radier lourd, il est indispensable pour maintenir tout le profil amont de la restauration. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'attachait vraiment à dire que le potentiel, là tu parlais beaucoup de bois en rivière, mais ce potentiel d'ajout de bois cumulé à de l'ajout de sable, hein, c'était la thématique, vraiment il peut être intéressant, mais il est à combiner, comme tu disais, en fait, avec d'autres actions à côté, notamment de la recharge granulo. Et dans le petit graphique que je montrais, on voyait que c'est pas du tout incompatible, en fait, recharge granulo, on va dire gravier caillou, et recharge granulo sable. Plus ça fait des habitats différents sur des fois sur quelques mètres de cours d'eau. Donc vraiment, ouais, pas prendre cette technique, on va dire, au pied de la lettre en disant tiens, je fais que un mélange de sable, de bois. Vraiment, comme tu dis, ce retour d'expérience-là, il est intéressant pour se dire que ok, c'est important de restaurer avec du sable, mais pas oublier justement l'apport granulo à certaines étapes de la restauration, on va dire, qui sont indispensables pour pérenniser en fait les bienfaits de l'action et la stabilité du cours d'eau en amont. Ouais, c'est Florian là de la Fédé de pêche. Juste pareil, un retour d'expérience, mais qui fait écho à tout ce qui vient d'être dit. C'était dans les années 2003-2004 sur le bassin versant de la Tamoute, où en fait on avait commencé à expérimenter des actions de restauration hydromorpho, hein, de cours d'eau. Et notamment, je me rappelle sur une section donc, du cours principal qui était plutôt du plat courant assez homogène sur un cours d'eau qui était dans son talweg, qui avait gardé ses méandres, mais par contre qui avait fait l'objet d'un curage. Et donc là-dessus, on avait expérimenté la mise en place de seuils en bois. Donc on était bien sur un cours d'eau sableux, hein. Donc mise en place de seuils en bois et de radiers aussi, pour rehausser tout simplement la ligne d'eau.
et essayer de retrouver finalement des hauteurs de berge convenables. Et ce qu'on avait observé donc suite aux aménagements, c'est un dépôt massif finalement du sable en amont de cette rugosité et aussi de cette diminution de section d'écoulement. J'insiste là-dessus parce qu'on a beaucoup parlé de rugosité, mais effectivement, l'importance de jouer sur les sections d'écoulement permet aussi de faire baisser la puissance du cours d'eau et donc la capacité à transporter et donc finalement à favoriser la mise en dépôt du sable. Et donc, très rapidement, à la suite des aménagements, on avait pu observer ce dépôt sous forme de banquette, voilà, avec une forte diversification des habitats et même l'apparition en fait d'herbiers, puisque finalement on avait remonté le fond du lit et les hauteurs d'eau avaient un peu diminué ponctuellement. Et sur ces zones-là, on avait vraiment vu apparaître des herbiers, donc ce qui était vraiment très favorable. Et ça avait été vraiment une assez grande surprise à l'époque, hein. On était vraiment au tout début du test de restauration. Et ça avait été assez concluant finalement, parce qu'on s'était rendu compte que pour très peu d'argent, à savoir un seuil, hein, on était à l'époque, hein, sur quelques centaines d'euros, et ben ça permettait de restaurer en amont plusieurs dizaines de mètres avec une efficacité assez redoutable. Donc c'était en tout cas une bonne surprise. Et donc voilà, c'était pour mettre en avant finalement effectivement l'effet rugosité par le seuil, mais aussi diminution finalement des sections d'écoulement qui permet aussi d'avoir derrière un dépôt intéressant. Voilà. Et Florian, sur l'exemple que tu cites, tu sais s'il y a eu des suivis après mis en place, soit des suivis morpho, soit des suivis biologiques, ou même alors des suivis entre guillemets très simples, hein, photographie ou trucs comme ça. Eh ben non, on était vraiment sur de l'expérimentation, on testait plusieurs trucs. Et alors le seul suivi qu'on a mis en place, c'était des indices d'abondance truites sur les sections restaurées. Mais donc, on avait, enfin voilà, des actions comme ça, on avait fait sur plusieurs kilomètres. Et donc, ce qu'on avait surtout suivi, c'était l'apport de granulos pour restaurer de la frayère. Donc là, on avait quand même pas mal de données, plutôt truites. Mais vraiment, sur les sections restaurées telles que je l'ai décrites, là, non, on n'a pas grand-chose en fait. Moi, j'ai quelques photos, éventuellement, je pense, qui doivent traîner dans un vieux dossier. Parce que ça remonte, hein. On a quasiment, bah ouais, ça fait 20 ans. Mais non, on n'a vraiment pas grand-chose en termes d'indicateurs probants. C'est vraiment un témoignage là, visuel, en tout cas, que j'apporte, hein, malheureusement, qui n'est pas étayé par, euh, par des publis ou quoi que ce soit, quoi. Non, mais après, rien ne l'empêche de le faire maintenant, en fait. De trouver un petit moment 20 ans après pour retourner voir justement l'évolution du site. Ah bah oui, oui, après, c'est juste qu'on n'a pas les caractéristiques initiales de Oui, oui. bancariser. Quoique j'ai peut-être des choses. Enfin voilà, ce sera recreusé, ouais, effectivement. Mais c'est pas grave. Après, au-delà de ce retour d'expérience, c'est aussi, il faut être tourné vers l'avenir. Et j'imagine que ce cas de figure peut se présenter dans le département. Et là, c'est un appel finalement à l'ensemble des techniciens. Hein, si sur le secteur, il y a forcément des zones qui peuvent correspondre à ce type de restauration. Et à ce moment-là, on peut réfléchir à mettre les outils nécessaires pour bien suivre la technique. Est-ce qu'il y aurait d'autres marques, d'autres questions encore, ou est-ce qu'on a fait un petit peu le tour? Ok. Ce que je vous propose tout simplement là pour terminer, et puis on pourra se laisser après, c'est de choisir le sujet du prochain Journal Club. Enfin, choisir entre deux options, des choses que j'ai déjà un petit peu identifiées. Donc, ce que je vous propose là en 2 minutes, c'est
entre ces 2 sujets, là, cours d'eau forestier ou bien ripisylve, voilà, d'inscrire dans la conversation ce que vous aimeriez avoir là comme prochain sujet pour le prochain journal club. En termes de calendrier, donc on a fait celui-ci ensemble avec Mathieu, que je remercie beaucoup d'ailleurs, voilà, d'avoir pris du temps pour qu'on le fasse ensemble, et pour le reste de l'année 2023, là, je compte en faire un par trimestre pour l'instant, et puis, s'il y a moyen d'accélérer le rythme, je le ferai, mais pour l'instant, voilà, on est sur une base d'1 par trimestre. Donc je vous laisse mentionner dans la conversation là sur le Teams, ce que vous aimeriez avoir là comme sujet pour le journal club numéro 9 là au second trimestre. Et merci Sébastien pour sa sollicitation. Et juste, je te dis, si jamais vous choisissez tous en commun la thématique restauration et ripisylve, je t'invite à contacter Yvan Bernays et Yann Laurent. C'est des chercheurs à l'université de Rennes qui participaient au projet Berceau, sachant que l'année dernière, il y avait eu quelques journées de formation justement organisées par ces 2 personnes-là dans le cadre du projet Berceau, et il me semble aussi dans le cadre de l'ATBVB, je crois, sur justement la régénération spontanée, la dynamique des ripisylves au bord des restaurations de cours d'eau. Donc ça peut toujours être intéressant de prendre contact avec ces 2 chercheurs-là. Ouais, je suis déjà en lien avec eux, sur ces questions-là, effectivement. Ouais. Si c'est pas l'un au trimestre prochain, ça sera le suivant, et puis l'autre viendra au trimestre d'après, mais c'est des idées que je vous proposais, donc. Sachant que sur les cours d'eau forestiers, voilà, il y a un certain nombre d'entre vous qui ont des expériences sur ces milieux-là, et c'est autour de ça que j'avais envie de construire le journal club, autour de ces retours d'expérience-là. Bah, comme ce que Maxime a pu exposer aussi, ce que Fabien t'as pu décrire. Si on parle de cours d'eau forestier, ça sera vraiment à partir de ces expériences et de ces chantiers-là que vous avez menés d'ores et déjà. Parce que c'est une typologie de travaux qui émerge un petit peu là cette année, qu'on m'a remonté en différents endroits. Donc voilà, ça serait précieux de s'appuyer sur ce que vous avez déjà pu faire. Bah, écoutez, merci à ceux qui ont bien voulu répondre. On vous remercie beaucoup de nouveau, bah, voilà, d'avoir pris le temps d'assister à ce journal club. Je rappelle encore une fois que tout sera accessible sur le site du CRECED, sur la même page que les numéros précédents. Je vous avais renvoyé le lien et je vous le remettrai aussi dans un mail juste après. Donc tout sera accessible, à la fois la présentation, l'enregistrement, et puis voilà, le lien et le nom des références biblio qu'on a pu utiliser avec Mathieu pour illustrer le propos et puis étayer tout ça. Donc tout sera accessible. Donc merci beaucoup, et puis à très vite pour certains, à bientôt pour d'autres.
Et ouais, merci beaucoup encore. Merci à vous. À bientôt. Au Merci revoir. à toi, Sébastien. À bientôt. Bonne journée. Merci, salut. C'est à demain, Sébastien. Salut Sébastien, Mathieu, merci pour la présentation. À bientôt, salut.